Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après la fermeture des bureaux de vote en Israël, Benyamin Netanyahou est vraisemblablement le nouveau Premier ministre israélien, même si l'écart est très faible avec son adversaire travailliste Shimon Peres. Nous allons revenir longuement sur ces élections en Israël au cours d'une page spéciale en direct de Tel Aviv. Mais d'abord, l'annonce faite à Alger de la découverte des 7 corps des moines trappistes assassinés. On les a retrouvés à quelques kilomètres de la ville de Médéa, au sud-ouest d'Alger. Les précisions avec Thierry Tuillier et notre envoyé spécial Véronique Tavo. C'est à quelques kilomètres du monastère de Tibérine, le lieu de l'enlèvement, que les corps des 7 religieux ont été retrouvés. La nouvelle a été révélée dans l'après-midi par un communiqué du ministère de l'Intérieur algérien. Peu de précision, si ce n'est que l'on apprend pour la première fois que les moines et leurs ravisseurs n'ont pas quitté la région de Médéa. Alger condamne ce soir cet acte qu'il qualifie de barbare et de criminel. L'exécution des 7 trappistes avait été revendiquée la semaine dernière par le GIA. Le groupe islamique annonçait avoir tranché la gorge des religieux enlevés le 27 mars dernier, accusant Paris d'avoir rompu le fil des négociations. Le communiqué numéro 44 porte la signature de Jamel Zitouni, chef présumé du GIA. Des négociations démenties par Paris, mais des contacts avec une personnalité religieuse algérienne avaient été établis notamment par le canal de la communauté chrétienne de Sant'Egidio à Rome. Comment la chose est précipitée? Parce que nous avons eu des informations qui se réfèrent au 18-19 mai, que les moines étaient encore en vie. Donc je ne sais pas comment, dans 2 jours, la situation est précipitée. Ça reste un point d'interrogation auquel, sincèrement, je ne peux pas répondre. Et sachez également que le cardinal Duval, l'ancien archevêque d'Alger, est décédé ce matin. Il avait 83 ans. Nous partons maintenant pour Israël rejoindre Daniel Bilalian. Bonsoir Benoît. C'est à peine croyable, effectivement, 24 heures, très exactement, après la fermeture des bureaux de vote en Israël. On ne connaît toujours pas le nom du futur Premier ministre. Vous allez voir s'inscrire sur votre écran les résultats tels qu'on les connaît maintenant, alors qu'il manque 140 000 voix, celles des militaires qui ont voté avant-hier, mais le dépouillement n'est pas terminé. 50,3 pour M. Netanyahou, du Likoud, de la droite, 49,6 pour M. Peres, c'est-à-dire environ 15 000 voix d'écart, c'est-à-dire pratiquement rien. Alors, en plus, il faut que vous sachiez que hier soir, lorsque nous nous sommes quittés, eh bien, c'était M. Peres qui était très très légèrement en tête. Et le résultat, ou tout au moins les estimations, ont changé au cours de la nuit. Et ce matin, finalement, les Israéliens se sont réveillés groggy, car pour la plupart, ils avaient quitté leur poste de télévision alors que M. Peres était reconduit comme Premier ministre. Reportage Isabelle Staes. La dernière chanson d'Yitzhak Rabin. Shalom, la paix, ils sont venus la chanter ce soir, là où le Premier ministre fut assassiné. Hommage, mais surtout désespoir pour tous ceux qui croyaient hier encore que Shimon Peres serait leur vainqueur. Regardez autour de vous, regardez mes yeux. Je me sens si triste et déçue. Je me sens tellement désolée pour Yitzhak Rabin. Il est mort pour rien. Aujourd'hui, peut-être, on est très mal, mais on va gagner cette idée-là de faire la paix. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais cette idée-là de faire la paix va gagner. Dans les rues de Tel Aviv, on arrache déjà les affiches de la campagne. Peut-être que Bibi va continuer ce que Peres a fait, mais tous les gens autour de lui sont des religieux et des nationalistes. Tout ce qu'il y a eu de bien pendant ces 4 ans va s'arrêter. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en l'an 2000, les religions prennent en main le pouvoir. C'est tout. Et je suis vraiment triste. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Les supporters de Benyamin Netanyahou hurlent leur joie. Ils chantent « Bibi est le roi d'Israël ». Nous avons gagné les élections et notre nouveau gouvernement sera un gouvernement juif pour le peuple juif dans un État juif. Et il n'est pas facile ce soir pour un supporter de Shimon Peres, comme cet homme sur son scooter, de passer devant le siège du Likoud. Alors, qui est le futur Premier ministre probable d'Israël, M. Benyamin Netanyahou? Dans le monde entier,
On ignore qui il est. Et ici, même en Israël, il est assez mal connu. Il a 47 ans, c'est jeune pour un homme politique, ici, de premier plan. Il est américain puisqu'il a longtemps vécu aux États-Unis, même s'il est né en Israël. Et puis, il est tout à fait nouveau en politique. Il y a, disons, 5 ans qu'il a fait de la politique son vrai métier. Il a réalisé une véritable OPA sur le parti de la droite israélienne et nous allons le découvrir ensemble. Reportage Charles Anderlin. L'enfant prodige de la politique israélienne a peut-être gagné son pari. À 46 ans et sans jamais avoir été ministre, il est le premier chef de gouvernement élu au suffrage universel de l'histoire d'Israël. Pourtant, après le meurtre d'Yitzhak Rabin, les instituts de sondage ne donnaient pas cher de ses chances de réussite. Les attentats sanglants de Jérusalem et Tel Aviv et une campagne électorale menée de main de maître à l'américaine lui ont donné sa chance. Pour en venir là, il a fait alliance avec ses rivaux, David Levy, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et Ariel Sharon. Le mouvement des implantations l'a toujours soutenu et il promet de développer les colonies juives en Cisjordanie. Toutes les formations orthodoxes ont pris parti pour lui sous le slogan « Netanyahou, c'est bon pour les Juifs ». Et il a promis de renforcer l'éducation juive dans les écoles ainsi que la législation religieuse. Mais s'il est élu, le changement le plus important concernera le processus de paix. Netanyahou a annoncé qu'il n'annulera pas les accords déjà conclus avec l'OLP, mais les aménagera en fonction de la sécurité d'Israël. Il ne devrait donc pas y avoir de nouveaux retraits israéliens en Cisjordanie, et notamment à Hébron. Alors d'un côté le jeune loup, de l'autre côté le vieux lutteur. Shimon Peres, 73 ans, qui s'il perd ses élections, il en a déjà perdu malheureusement ici un certain nombre, va sans doute se retirer de la vie politique. Du moins, on peut le penser. Ce Premier ministre, qui est encore le Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, est vraiment abattu aujourd'hui. Il n'est pas sorti de chez lui et il a eu cette phrase hier à l'un de ses conseillers qui se trouvait auprès de lui lorsque les résultats ont changé dans la nuit. Il a dit « Véritablement, je suis maudit ». Je vous propose de suivre maintenant un reportage sur l'état d'esprit des travaillistes aujourd'hui, l'état d'esprit de l'entourage de Shimon Peres, Didier Pelbaum, Jacques Garniche. Devant le domicile de Shimon Peres, des banderoles électorales en débandade. Silence lourd du Premier ministre, il a confié hier soir à un proche qu'il se sentait poursuivi par une malédiction. À quelques blocs d'ici, la veuve d'Yitzhak Rabin déclare sa déception devant le choix des électeurs israéliens, sa honte. Elle se dit prête à faire ses valises. Au siège du Parti travailliste, quasiment déserté aujourd'hui, colère, interrogation des militants, ils accusent le choc, moins violemment que les Rabin, mais quand même. Je la comprends, quitter le pays peut-être pas, mais beaucoup de gens ont lancé cette phrase. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que Rabin, en fait, a été assassiné 2 fois. Le jour de la grande manif et puis avec ses élections. On aurait dû utiliser beaucoup plus le meurtre d'Yitzhak Rabin. Parce que c'est quelque chose qui... ce meurtre a été un meurtre politique. Et en fait, le parti n'a pas du tout utilisé ce meurtre. Et je pense que si on l'avait utilisé, peut-être que des personnes qui avaient été hésitantes auraient compris l'importance du vote. Totalement déprimé. Après hier soir, totalement déprimé. Surtout en croyant qu'hier soir on avait gagné, quoi. Alors, vide et déprimé. Bon, je crois qu'on se tombait sur toute la ligne. Il faudra beaucoup de temps aux militants travaillistes pour absorber le traumatisme et chercher un successeur à Shimon Peres, qui n'est sorti aujourd'hui brièvement de chez lui que pour un traitement médical bénin. Je reviens au score extrêmement serré de cette élection, à tel point que les journaux de ce matin, à commencer par ce journal en anglais, Jérusalem Post, annonçaient M. Shimon Peres vainqueur, et même qu'il était en train de former son cabinet avec les petits partis qui ont gagné pas mal de voix à court de cette élection. Alors, Charles Anderlin, ça m'amène à ma question. Est-ce vraiment une surprise, cette victoire tout à fait probable de la droite ? C'est un choc. On savait que le score serait extrêmement serré. On savait qu'il y avait une chance réelle pour que Benyamin Netanyahou soit élu. Mais l'arrivée au pouvoir en Israël du principal opposant aux accords d'Oslo avec les Palestiniens est un véritable tremblement de terre pour le camp de la paix en Israël et pour la région. Les dirigeants arabes, l'Europe, les États-Unis attendent de M. Benyamin
Netanyahou qu'il empêche absolument toute atteinte à l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Et si M. Netanyahou veut éviter une crise, il doit très rapidement les rassurer. À l'occasion de ces élections, il y a bien sûr des spectateurs très attentifs, très engagés. Ce sont, vous l'avez compris, les Palestiniens des territoires autonomes. Ils ont suivi hier l'ensemble des élections. Ils attendent encore ce soir le résultat. Bien entendu, si la droite l'emporte, si M. Netanyahou est nommé Premier ministre, ils sont inquiets. Ils sont inquiets de voir le processus de paix non pas s'arrêter, car déjà, M. Netanyahou a pris des engagements comme quoi il y avait un fait accompli et qu'on ne reviendrait pas dessus. Mais ils ont peur que ce processus de paix soit véritablement freiné, voire stoppé. Reportage aujourd'hui, atmosphère dans les territoires autonomes palestiniens. Éric Monnier. Sur la plage de Gaza cet après-midi, quelques-uns étaient venus se rafraîchir au vent de la mer. Dans les conversations, les résultats du scrutin israélien bien sûr, et parfois la volonté presque désespérée de dédramatiser. Que ce soit Pérez, Netanyahou ou même le fils Begin, ils devront bien respecter les accords qui ont été signés. Et signés sous contrôle de la communauté internationale. Je pense que les idées de Netanyahou sur ce qu'il fera des accords de paix ne sont pas encore très claires. Un peu plus loin, toujours en bordure de plage, Beach Camp. 35% des habitants de Gaza vivent dans un camp de réfugiés comme celui-ci. Là, les propos sont plus amers. Si la clôture des territoires n'est pas levée, dit cet homme, la guerre reprendra en Israël comme à Gaza. Netanyahou montrera sa force, renchérit celui-ci, et il montrera aussi à tout le monde que ce sont les Israéliens les terroristes. Yasser Arafat ne veut toujours pas s'exprimer. Quant au mouvement Hamas, l'un de ses dignitaires a qualifié le vote de déclaration de guerre aux Palestiniens et aux Arabes. La surprise de ce matin a laissé la place à une certaine anxiété. Une anxiété d'un avenir de plus en plus incertain pour les 800 000 Palestiniens de Gaza. Si M. Yasser Arafat ne veut pas s'exprimer, comme nous l'a dit notre envoyé spécial Éric Monnier, en revanche, son épouse, Soua Arafat, a fait aujourd'hui une très courte déclaration. Je vous propose de l'écouter. Bon, si même il y a une avancée de la droite, la paix restera toujours parce que la paix est une décision internationale stratégique qui perdurera, qui continuera. Vous, le processus de paix ne sera pas compromis, quoi qu'il arrive? Je ne pense pas. Alors, les réactions dans le monde, à commencer par la France. Le résultat n'est pas encore connu, on reste donc extrêmement prudent. C'est le cas à Paris, comme vous allez vous en apercevoir, avec ce commentaire de Bruno Le Dreff. Du message français, on peut retenir cette phrase: nous resterons extrêmement attentifs à la poursuite du processus de paix. Avec M. Pérez, les négociations entre Israël et l'autorité palestinienne étaient engagées sur une voie certes semée d'embûches, mais dont la direction était claire. Une clarté qu'ici, au ministère français des Affaires étrangères, on espère voir apparaître dans la politique du prochain gouvernement israélien. La France, qui a d'ailleurs largement contribué à la mise en place de ce processus de paix et qui salue au passage la qualité de la démocratie en Israël, rappelle que pour ce qui est de la paix, elle restera très vigilante. C'est une manière de dire que la continuité, c'est-à-dire l'élection de M. Pérez, aurait été plus simple à gérer. Mais à Paris, on précise que son échec n'entravera en rien la qualité des relations entre France et Israël qui sont, je cite, appelées à se développer. Réaction très attendue, vous le comprendrez, c'est bien sûr celle de Washington. Le président Bill Clinton s'était, on peut le dire, comporté ces derniers mois comme le premier agent électoral de M. Shimon Peres, car il est en année électorale, lui aussi, année présidentielle. Il voudrait bien que ce processus de paix qu'il a engagé avec les Israéliens et les Palestiniens s'achève dans les meilleures conditions avant la fin de son mandat. Alors, quelle est la réaction ce soir à Washington, Philippe Gassot ? Eh bien, le président américain a dû se livrer à pas mal de contorsions pour passer d'un soutien à peine voilé à Shimon Peres à la possible victoire de la droite en Israël, le président des États-Unis. Alors Philippe, quels que soient les résultats, les États-Unis vont continuer leur politique de soutien au peuple d'Israël pour le processus démocratique et le processus de paix. Notre politique sera la même. Dans un premier temps, Bill Clinton affirmait que les Israéliens n'avaient pas d'autre choix entre la poursuite du processus de paix ou son arrêt. Il suggérait ainsi que l'homme de la paix était bien Shimon Peres. À présent, la Maison-Blanche indique opportunément que la personne qui a signé les accords de paix
entre l'Égypte et Israël était bien le patron du Likoud de l'époque, Menahem Begin. La campagne présidentielle bat son plein ici aux États-Unis, campagne présidentielle oblige. Ici, on feint de croire que les deux candidats qui étaient en lice en Israël étaient tous les deux des faiseurs de paix et que seule leur méthode pour y arriver était divergente. Merci Philippe Gassot. Vous l'avez compris, c'est la paix dans cette région du monde qui est en cause au cours de cette élection du Premier ministre en Israël. Nous y reviendrons largement dans la deuxième partie de ce journal. Pour l'instant, je vous rends l'antenne, Benoît. Merci, on retrouve tout à l'heure Daniel et le reste de l'actualité, avec d'abord les retraités qui ont occupé le pavé dans plusieurs villes de France aujourd'hui, à Lyon, à Rennes, à Paris, où ils étaient plus d'un millier à l'appel de la CGT, de la CFDT, à réclamer une augmentation des pensions et des retraites, ainsi qu'une revalorisation de leurs pensions de réversion. Pour ces retraités, la CSG, le RDS, le forfait hospitalier et la chute des remboursements médicaux sont autant de coups portés à leur pouvoir d'achat. Il faut dire que les conditions de vie des retraités varient considérablement selon qu'ils vivent seuls ou pas. Et ce sont les femmes, bien souvent, qui ont le plus de mal à boucler leur budget à cause de la faiblesse des pensions de réversion, justement. Portrait croisé, Elisabeth Esley et Patrice Velay. Marguerite Lepeyive a 85 ans. Ancienne ouvrière dans le textile, veuve depuis 9 ans, elle vit aujourd'hui avec 6 000 francs par mois. Il faut compter. Je vous assure que je fais attention. Et souvent, j'arrête mon frigidaire pour faire des économies d'électricité. Georgette et Jean Rupert, 75 ans tous les deux. Elle était secrétaire dans l'horlogerie, il était instituteur. Leur retraite commune se monte à 13 000 francs mensuels environ. Ça nous permet de vivre, évidemment en faisant attention, mais pas en tirant continuellement. Donc on est quand même relativement privilégiés par rapport à certains. Malgré tout, que leur retraite soit petite ou moyenne, tous trois constatent une érosion de leur pouvoir d'achat, sensible d'année en année. Notre objectif était d'arriver à suivre l'évolution des salaires. Nous en sommes loin. Vous avez du mal à maintenir votre pouvoir d'achat? Oh, oui, il faut faire attention, quoi. J'ai la vie moins facile qu'avant, il faut le dire, et maintenant c'est encore pire étant donné tout ce qu'on nous fait payer. La CSG... Devenir dépendant avec l'âge, c'est la crainte principale de ces retraités. Tous souhaitent la mise en place d'une allocation autonomie, un projet sans cesse reporté depuis 4 ans. Je fais surtout des économies. Si des fois j'ai tombé malade, on ne sait jamais, que je fasse, on ne sait jamais, cette tension, le cœur, si je rentrais dans une maison. L'assistance publique à Paris, elle demande dans les 15 000 francs par mois. Par mois. Quels sont ceux qui ont 15 000 francs? Ce sont les femmes seules qui ont le plus de difficultés. Certaines veuves ont tout juste 2 000 francs pour vivre par mois. La journée de Jacques Chirac dans le Finistère, une journée placée sous le signe de l'innovation dans le domaine de l'agroalimentaire et sous le signe du grand air, avec une visite à la Pointe du Raz réaménagée. Jean-Baptiste Prédali et Jean Cordu. Jacques Chirac à la Pointe du Raz, ce n'est pas seulement un détour touristique obligé pour séjour dans le Finistère. Derrière la visite du sémaphore, à l'extrémité de l'Europe, il y avait un thème du jour, l'innovation, décliné dans la protection du littoral ou encore dans la gestion locale. Entre deux réunions, une activité échappe pourtant à l'innovation, le bain de foule. À Fouesnant, tradition oblige, c'était au son de la bombarde. Attention, il y a besoin d'une aide technique. Voilà. Et ce matin, il était déjà question d'innovation dans l'agroalimentaire. Le Finistère est en pointe dans ce domaine. Et autour d'une table, avec chercheurs et professionnels, Jacques Chirac a fait quelques découvertes. Nous sommes le seul pays européen qui ne puissions exporter nos tomates rouges sur les États-Unis. Vous voulez dire que lorsque vous exportez vos tomates en Hollande et que les Hollandais les réexportent, ils peuvent les réexporter aux États-Unis? Tout à fait. Dans nos emballages d'origine. Vous pouvez me l'écrire, ça? Tout à fait. Je vous fais un dossier. Je fais revenir un dossier. Je n'aime pas ce genre de discrimination. Là. Il y a 2 jours, dans son bureau de l'Élysée, Jacques Chirac annonçait la fin du service militaire. Aujourd'hui, il est en Bretagne. Déclaration solennelle d'un côté, visite dite de terrain et rencontre de l'autre. 2 modes présentés comme complémentaires de l'exercice de la présidence, selon Jacques Chirac.
Et au cours d'un dîner hier soir, M. Chirac s'est livré à un vibrant plaidoyer en faveur des langues régionales. C'est ce que rapporte aujourd'hui M. Lepensec qui participait à ce dîner. Il faut, a dit M. Chirac, donner aux langues et aux cultures régionales toute leur place, car elles sont une composante de l'identité. Des propos qui trouveront sans doute un écho en Corse, où M. Gaudin et Lamassoure rencontraient les élus aujourd'hui. Alain Juppé avait annoncé la création de zones franches en Corse. M. Gaudin est venu leur expliquer que cette appellation ne serait pas défendable devant Bruxelles. Reportage à Ajaccio de Jacques Cardoz et Patrice Desmouilly. La rencontre avec les élus corses a au moins eu le mérite de la franchise. Il n'y aura pas de zone franche dans les termes espérés par les élus locaux. Pas de diminution sur la TVA ni de baisse des impôts. Le programme spécifique que l'on réclamait ici est incompatible avec les exigences de Bruxelles. Bruxelles a une position de principe qu'il nous est difficile de transgresser. Mais pour autant, il ne nous est pas interdit d'être intelligents et de faire des propositions qui peuvent être acceptées par Bruxelles. Des propositions qui restent à définir. Les modalités du plan ont été évoquées ce matin, mais certains parlent déjà de coquilles vides. Il va s'avérer dans quelques semaines que le contenu de la coquille va susciter un certain nombre de déceptions. Tout simplement parce que dans les limites budgétaires, dans les limites bien entendu des règlements européens, un certain nombre de propositions qui ont été faites par un certain nombre de Corses, les socioprofessionnels en particulier, ne seront pas prises en compte. Dans l'après-midi, Jean-Claude Gaudin et Alain Lamassoure ont pu rencontrer les différents acteurs économiques de l'île. Des chefs d'entreprise qui ne pourront bénéficier de modifications de l'impôt sur les sociétés. En revanche, de nouvelles mesures sur les charges sociales sont annoncées. Mais si certains espéraient voir la Corse devenir un paradis fiscal, il faudra se rendre à l'évidence. Il y aura une zone franche, mais peut-être on l'appellera différemment. Vous venez ? Une appellation différente, oubliez la zone franche, désormais il faudra dire territoire de développement. Hop là. Le dispositif de François Bayrou pour lutter contre la violence au collège a été publié aujourd'hui au journal officiel. Il prévoit une meilleure coopération entre police, justice et éducation nationale et entrera en application à la rentrée prochaine. Les explications de Françoise David et Chantal Kimerlin. Pour renforcer la prévention, tous les services de l'État sont appelés à coopérer. Journées portes ouvertes, débats, campagnes pédagogiques sur le racket ou le recel. Formation des adultes mais aussi des élèves, instruction civique renforcée. Tous les établissements devront faire connaître et comprendre la loi. Correspondants permanents, groupes locaux d'appui à la sécurité, la liaison est renforcée entre la police, la gendarmerie, la justice et le collège. On devra signaler systématiquement tout incident grave ou toute situation d'enfant en danger. Un magistrat du parquet pourra être joint à tout moment par téléphone ou télécopie. Enfin, l'école n'oublie pas sa mission première, celle d'apprendre. Renouer le fil avec les jeunes déscolarisés, marginalisés ou même délinquants. En liaison avec la protection judiciaire de la jeunesse et à titre expérimental, des classes spéciales pourront être ouvertes. Leur but, trouver une solution scolaire ou professionnelle pour ces adolescents. Le rapprochement police-école exclut toutefois formellement la présence permanente de policiers dans les établissements scolaires. En revanche, les appelés du contingent sont toujours les bienvenus, mais jusqu'à quand? Réforme du service national oblige. L'abbé Pierre rentre à Paris. Il a quitté temporairement sa retraite de Padoue pour rentrer sur Paris avant de prendre des vacances en Suisse. L'abbé se dit fatigué des remous suscités par l'affaire Garodi. Et puis en Allemagne, l'assassin présumé d'un ancien vice-ministre du Shah retrouvé mort à Paris mardi dernier a été identifié et arrêté. Il s'agit d'un ressortissant iranien. Roland Garros et les qualifications tranquilles de Thomas Muster et de Steffi Graf, qualification également sous le soleil de Cédric Pioline. En revanche, Arnaud Butch, seule tête de série française, s'est incliné en 4-7 devant le néerlandais Arhuis. Laurent Frédéric Bollet. À Roland Garros, il y a des moments de fête et il y a des moments de défaite. Arnaud Butch et Cédric Pioline, destin contraire. Pour Pioline, le Parisien, 19e jour mondial, le deuxième tour a ressemblé au premier. Une victoire impeccable en 3-7 qui donne confiance pour la suite. Les conditions ici sont très rapides, autant les cours que les balles, avec le temps qui se réchauffe. Ça va avantager un petit peu les attaquants, donc à nous d'en profiter. Pour Arnaud Butch, en revanche, le soleil a peut-être frappé trop fort, mais surtout son adversaire, le néerlandais Arhuis. Arnaud, 12e joueur mondial, tête de série numéro 11, battu en 4-7 dès le deuxième tour. Il ne reste donc plus que Pioline et Forget en lice, côté français.
Alors, pour se détendre en fin de journée, on a eu droit au show de Yannick Noah. Noah qui fait le double avec le compte et qui fait le pitre tout seul. Là aussi, moment de fête pour une défaite. Malgré de superbes points, Noah et le compte se sont inclinés de 7-1. Mais comme ils se sont bien amusés et nous aussi, on ne va pas se plaindre. Cela s'est même terminé en chanson à Roland-Garros, une première. Merci, merci. Voilà, et en football, sachez que le Bordelais Zinedine Zidane jouera bien à la Juventus de Turin l'an prochain. Le coût du transfert a été fixé à 25 millions de francs. La première vague de chaleur en Europe a fait 2 morts en Espagne, avec des températures de 40 degrés dans le sud du pays. L'un des morts est un garde civil victime d'une insolation. Chaleur aussi en France. En Alsace, le taux d'ozone a dépassé le seuil d'alerte à Colmar et à Strasbourg. Mais cette première journée d'été, c'est d'abord du soleil, du farniente et des jolies filles. Reportage croisé à Grenoble et à Montauban, Didier Guyot et Christophe Larocque. Soleil, ciel bleu et vêtements légers. Avec ses 30 degrés relevés sous abri, Grenoble avait des allures de station balnéaire. De quoi ravir ceux qui avaient le temps de flâner. C'est le bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Très agréable, en plus il y a un petit peu de vent, donc... Ou on crève de froid, on crève de chaud, alors. Alors la chaleur, très chaleureuse, très chaude et alors épuisante. Un soleil qui en tout cas fait plaisir aux professionnels. La saison de l'été peut enfin commencer. On voit plus de manteaux, vous regardez d'ailleurs les bras sont nus, c'est quand même agréable pour tout le monde. Que ce soit pour les vêtements, pour tout le monde en général. À Montauban, il faisait 31 degrés sur la place nationale au plus fort de l'après-midi. Il n'y a guère que les pigeons pour s'exposer au soleil, même les terrasses des cafés sous les arcades n'ont pas fait recette. Ils ne viennent pas plus, bien au contraire. Ils viennent pas plus? Non, ils viennent le soir, à la tombée de la nuit. Vers 6h, 7h, quand il fait plus frais. Les touristes n'ont guère été plus courageux. Nous sommes au syndicat d'initiative, il est 16h, c'est le grand désert. Où sont les gens à votre avis? Ah, il faudrait peut-être leur demander à eux. Nous sommes ici, nous travaillons dans un endroit frais. À vrai dire, le seul endroit où l'on était vraiment bien cet après-midi, c'était sur les bords de l'Aveyron, ambiance champêtre pour une après-midi très tranquille. C'est ça, c'est l'idéal, c'est ici. Voilà, donc nous retournons maintenant à Tel Aviv pour la spéciale élection israélienne. C'est à vous, Daniel. Merci Benoît. Vous l'avez compris en démarrant ce journal, l'enjeu de cette élection en cas de victoire tout à fait probable de M. Benyamin Netanyahou et donc de la droite israélienne, c'est l'avenir du processus de paix. Nous allons voir maintenant quelles étaient, pendant la campagne, on verra après, pendant la campagne, quelles étaient les positions de la droite israélienne vis-à-vis de ce plan de paix. Martine Laroche-Joubert. Comment respecter les accords de paix déjà signés en imposant une autre vision de leur application sur le terrain? C'est toute la difficulté de Benyamin Netanyahou, mélange de pragmatisme et d'idées bien arrêtées. Jérusalem d'abord, pas de quartier. Elle restera une et indivisible, avec fermeture peut-être des institutions de l'OLP, notamment la Maison d'Orient. Les territoires, une proclamation en forme de défi, pas d'État palestinien. Les accords d'Oslo ne sont plus que le point de départ d'une autonomie élargie pour Gaza et la Cisjordanie. Les affaires étrangères et la sécurité restent sous la responsabilité d'Israël. Yasser Arafat, Benyamin Netanyahou accepte de le rencontrer seulement si c'est essentiel, je cite, pour la sécurité. Les colonies, une position dure, renforcer et développer les colonies en Cisjordanie sans aucune limitation. Même à Hébron, l'un des points de friction les plus sensibles entre Palestiniens et Israéliens. Le Golan, conquis sur la Syrie en 1967, pas d'évacuation des colonies israéliennes, aucune concession territoriale. Enfin, la sécurité. L'un des thèmes majeurs de la campagne de Netanyahou, il ne fait confiance qu'à l'armée israélienne pour lutter contre le terrorisme, avec liberté d'agir s'il le faut, même dans les territoires. Des positions bien tranchées qui ont fait le succès de campagne de Benyamin Netanyahou, mais qui pourraient s'infléchir à l'épreuve des faits.
Sur le terrain maintenant, aujourd'hui, une de nos équipes s'est rendue dans la ville d'Hébron en Cisjordanie, cette ville qui devait normalement très prochainement passer sous administration des autorités palestiniennes. Nos envoyés spéciaux ont rencontré aujourd'hui dans cette ville deux femmes, l'une palestinienne, l'une épouse d'un colon juif. Elles analysent chacune de leur côté le résultat probable de cette élection. Reportage Olivier Lerner, Patrick Voix. Voici l'un des passages qui fait office de frontière entre la ville arabe et le quartier juif. Les 120 000 Palestiniens de Hébron qui cohabitent avec 50 familles israéliennes regroupées autour du caveau des patriarches, c'était l'un des casse-têtes de Shimon Peres. Faut-il évacuer les colons ou au contraire leur permettre de s'étendre? L'armée doit-elle se redéployer? Autant de questions que devra résoudre rapidement le nouveau gouvernement si l'on veut éviter ici de voir arabes et juifs s'entretuer à nouveau. J'ai peur que cela se détériore avec un tel gouvernement. La situation économique va se dégrader. C'est sûr, ce sera pire qu'avant. Moi, je pense que le nouveau gouvernement va inciter les Juifs à s'installer dans la ville. Ça encouragera les colons à utiliser la violence contre nous. Rivka Zerbib, qui habite ici depuis 10 ans, a poussé un ouf de soulagement ce matin après avoir passé une nuit blanche dans l'attente des résultats. S'il y avait eu Pérez, ça aurait pu être très très grave. Tandis que là maintenant, c'est avec Bibi Netanyahou, il faut que les Palestiniens se mettent dans la tête qu'il va y avoir des changements. C'est sûr que ça ne va pas être comme avant. Et que les Israéliens ne vont pas rester entre quatre murs dans un ghetto. Ils vont s'expanser, ils vont vouloir agrandir leur façon de vivre. C'est tout à fait normal. Ces prochains jours, la sécurité va être renforcée. De nouveaux observateurs arrivent. Hébron, une poudrière bien paisible aujourd'hui. Trop, peut-être. C'est dans cette ville que les esprits pourraient s'échauffer en premier. Hébron, où Benyamin Netanyahou a réuni sur son nom plus de 99% des voix, un record en la matière. Alors pour parler de ce processus de paix, notre invité ce soir, Monsieur Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ici le Likoud, le parti de la droite, qui va sans doute prendre le pouvoir dès demain ou au moins dimanche quand les résultats seront définitifs. La question est un peu schématique, mais cet avenir du processus de paix, il était assuré, croyait-on, avec M. Peres. Est-ce qu'il est remis en question et dans quelles conditions avec M. Netanyahou au pouvoir? Il ne sera pas du tout remis en question. Et à ce propos, je vous renvoie d'ailleurs à la première déclaration politique de M. Bibi Netanyahou, réalisée ce soir et conçue dans un esprit de souplesse tout à fait remarquable. Il indique son engagement profond à l'endroit du processus de paix et de la construction de la paix avec les autres pays arabes. Alors ça veut dire qu'il accepte le fait accompli, ce qui est déjà fait, mais est-ce qu'il va appuyer sur le frein ou continuer d'appuyer sur l'accélérateur? Je pense qu'il appuiera, mais prudemment, sur l'accélérateur, compte tenu des déficiences des accords tels qu'ils ont été conçus et appliqués par le gouvernement sortant. Mais j'ai la conviction intime que ce processus se poursuivra parce qu'il dépasse largement la volonté des seuls dirigeants. C'est déjà une question qui s'enracine profondément dans la conscience des peuples concernés, aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens. Oui, mais Monsieur Lankri, vous avez quand même des personnalités chez vous, comme Ariel Sharon, comme le général Raphaël Eitan. Vous-même, vous êtes un modéré. Vous avez vos extrémistes qui réclament l'annulation très rapide des accords d'Oslo, qui veulent dans les prochaines semaines mettre de nouveaux colons à Hébron. Vous avez un problème là, il faut calmer les inquiétudes des gens. Le Likoud est effectivement construit de 3 composantes, il n'est pas fait d'un seul tenant et aboutissant, il y a bien le Gesher et Tzomet là-dedans. Mais à côté de Rafoul et de Sharon, il y a aussi David Lévy qui est un homme modéré, un homme d'ouverture. Et ce qui compte surtout, ce sont les prises de position du Premier ministre pressenti. Alors est-ce que vous pensez que l'indépendance, le mot avait été prononcé pendant cette campagne, M. Peres, est-ce que l'indépendance aujourd'hui redevient un mot tabou à propos des territoires palestiniens? Je pense que chez M. Peres aussi c'était un mot tabou. M. Peres concevait une confédération politique jordano-palestinienne et non point une entité palestinienne totalement indépendante. S'il n'y a pas désapprobation de ce thème dans le programme travailliste, il n'y a pas aussi approbation totale. J'estime que pour le Likoud, Gesher Tzomet, tant que la réalité dans laquelle nous évoluons
est une réalité de menace sécuritaire, puisque l'islamisme extrémiste pèse lourd dans cette région, et qu'une partie de la société palestinienne, comme le djihad ou le Hamas, n'est pas encore convertie à ce dialogue de paix, à cette cohabitation future. Donc il nous faudra examiner cette éventualité avec la plus grande prudence. Pas de retrait de Hébron la semaine prochaine, comme prévu? Monsieur Netanyahou s'est prononcé pour le respect des engagements internationaux d'Israël et en tant que tel, il devra, un jour ou l'autre, sécurité évidemment gagnant, je l'espère, dans ce processus, se plier à ces engagements. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. À propos de l'inquiétude des Palestiniens, il y a aussi une autre forme d'inquiétude, c'est celle des pays arabes, et à commencer par le Liban. Aujourd'hui, dans la bande de sécurité qui borde la frontière israélienne, 3 soldats israéliens ont été tués et les habitants du Liban Sud, qui suivent également les résultats de ces élections, sont inquiets aujourd'hui pour leur avenir très prochain, comme l'a constaté notre envoyé spécial Isabelle Bechler et Bernie Mériot. Dans les villages chiites du sud Liban qui ont subi les bombardements israéliens voilà un mois, ceux qui ont tout perdu font face. À Cleïlé, les bulldozers déblaient l'effort de toute une vie ou de plusieurs générations. Hussein Hamada avait construit ici avec ses 4 fils une maison de 5 étages. Il ne lui en reste que le souvenir. Et les élections israéliennes ne le rassurent pas. Si le Likoud gagne, j'ai très peur, parce qu'ils veulent annexer tout le sud Liban. Ils veulent nous occuper ici. Pérez, c'est quand même mieux. Abou Ahmad a 42 ans. Lui aussi a tout perdu dans les bombardements et il est carrément pessimiste pour l'avenir. Ce qu'on sait de Netanyahou, c'est qu'il ne veut pas faire la paix avec les Arabes. On n'aime ni lui ni Pérez, mais Pérez, c'est quand même mieux. Quelques tonnes de remblai plus loin, on arrive à El Mansouri, un fief Hezbollah, où les équipes du parti sont en train de reconstruire les maisons touchées par les bombardements. Les habitants ont été indemnisés par le parti pour patienter, mais les élections en Israël les inquiètent. C'est Pérez qui a détruit cette maison. On l'aime pas, mais l'autre, celui qui veut la guerre, il nous fait vraiment peur. Il faut qu'Israël quitte le sud. J'ai peur du Likoud, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je reste ici. Reconstruire, pour quoi faire? Sans doute pour ne pas s'avouer totalement vaincus. Ces chiites qui n'ont pas le choix et subissent à la fois la présence des Katyushas du Hezbollah et les représailles israéliennes seront toujours à portée de canon du voisin israélien. Pour être tout à fait complet sur l'élection dont nous ne connaissons pas encore les résultats définitifs, il faut dire qu'elles ont été marquées par la poussée des petits partis, et notamment des partis religieux qui servent ici depuis de très nombreuses années à réaliser un certain nombre de coalitions avec les 2 grands partis au pouvoir successivement, à savoir le Likoud, la droite, et le parti travailliste. Ces partis religieux ont donc connu une poussée jamais vue jusqu'à présent à l'occasion de cette élection. C'est le cas du Parti national religieux qui devrait arriver à une dizaine de députés. Nos envoyés spéciaux, François Joly, Patrick Voix, ont rencontré des militants de cette organisation politique aujourd'hui. Avram et Déborah ont quitté la Belgique pour Israël il y a 10 ans, pour vivre et retrouver leur identité juive. Ils se sont installés ici à Jérusalem. Elle, institutrice, n'a pas retrouvé de travail. Le miracle économique d'Israël a aussi ses laissés pour compte. Ils vivent avec leurs 6 enfants dans ces 2 pièces. Tous 2 ont voté pour Netanyahou. Ils sont sympathisants du Parti national religieux qui soutient la colonisation dans les territoires palestiniens. On veut nous donner une image de gens fanatiques qui ne veulent pas la paix, mais c'est pas vrai. On veut tous la paix, on a tous, toutes les mères ont peur pour leurs enfants de la même manière et on a tous envie que les guerres se terminent. Ici, on grandit en respectant à la lettre les lois de la Bible. Le père enseigne la religion dans une yeshiva, une école religieuse, et ses propos sont sans équivoque. La création d'un État palestinien, je serai le premier à souhaiter les félicitations à M. Arafat de créer son État de Palestine en Ouganda. Pour ma part, il y a environ 250 millions de musulmans au Moyen-Orient. Il peut se trouver une terre là où il veut, mais la terre d'Israël nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Personnellement, je ne veux pas renoncer. Et je sais que ça risque de m'engager à un processus de guerre. Mais ce même processus de guerre, je suis prêt à me battre pour la terre d'Israël. Israël devra donc désormais compter avec le pouvoir de ces partis religieux, dont l'électorat, les forces
ne cesse d'augmenter. Dernier phénomène apparu au travers de ces élections qui semblait anecdotique jusqu'à présent et qui a pris toute son importance, c'est le vote de la communauté de l'ex-URSS émigrée en Israël. Ils sont 500 000 qui ont émigré ici depuis 5 ans à peine et ils représentent aujourd'hui 13% de la population. Ils viennent d'obtenir 7 députés au Parlement israélien. C'est dire leur importance. Ils se situent plutôt au centre droit et l'on pense que leur leader, M. Sharansky, l'ancien prix Nobel, va sans doute s'allier avec M. Netanyahou si celui-ci est amené à prendre la place de Premier ministre. Retour sur cette communauté juive avec ce reportage, Hervé Brusini. L'homme qui a vaincu le KGB, disait son clip électoral. Anatoly Sharansky, condamné à 9 ans de goulag, autorisé à émigrer en Israël en 86, est aujourd'hui Nathan Sharansky, un futur ministre dans le probable gouvernement Netanyahou. Et pour cause, ses mots d'ordre rappellent ceux du Likoud. La question de la sécurité est au cœur de nos préoccupations. Fuir le totalitarisme pour vivre en sécurité, 700 000 juifs soviétiques ont quitté l'URSS depuis 89. À présent, ils représentent 13% de la population israélienne. Tant bien que mal, ils apprennent l'hébreu. Mais les baraquements qui leur servent de logement, la difficulté de trouver un emploi équivalent à celui d'autrefois, tout cela a créé un grave mécontentement. Ils avaient voté travailliste, désormais ils votent pour la droite. Le processus de paix n'est donc pas vraiment leur premier souci. Leur intégration démocratique à eux, c'est d'abord faire entendre leurs revendications. 7 députés vont probablement les représenter, et quand ils ont su que le grand-père de Netanyahou était originaire de Vilnius, en Lituanie, leur choix était fait. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette élection du Premier ministre et de l'Assemblée israélienne, un événement, vous l'avez compris, qui dépasse de loin le cadre strict de la politique intérieure de ce pays. À l'heure qu'il est, nous n'avons toujours pas les résultats définitifs et nous ne les aurons pas de cette élection. On en reste à 50,3% en faveur de M. Netanyahou, 49,6% pour M. Peres et il reste environ 140 000 bulletins, ceux des militaires qui se trouvent dans leur cantonnement et qui n'ont pas encore été dépouillés. Les résultats au mieux demain après-midi avant l'heure du Shabbat qui est sacré ici, sinon eh bien, ces résultats seront reportés soit à samedi soir après la fin du Shabbat, soit dimanche dans la matinée, peut-être après la réunion du Conseil des ministres israélien qui se tient traditionnellement le dimanche matin. Je voulais vous remercier de votre attention, remercier les moyens techniques de France 2, la vidéo légère, toute l'équipe, l'équipe également du bureau de France 2 en Israël, à commencer par son correspondant Charles Anderlin, et vous remercier tous de votre attention et vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.